Largement battu par la Côte d'Ivoire, score 74-46. Les détails avec Pape Abdoulader dans la page des sports de cette édition. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur charge le ministre de tutelle. Le SAES accuse Mary Teuw Niane de bloquer la démarche vers un enseignement supérieur de qualité. Et puis le préavis de grève de l'Union démocratique des travailleurs de Dakar Dem Dik. Les syndicalistes exigent le règlement d'1 milliard de francs CFA à l'État du Sénégal. Nous revenons ce soir sur les multiples dégâts financiers produits par l'ancien régime. Si l'on en croit le dernier rapport de l'inspection générale d'État IGE, des dizaines de milliards de francs CFA a éclaté les neurones. À Pékin, la radio Futur Média a délocalisé son antenne ce matin, une délocalisation ponctuelle dans le cadre de sa politique de proximité. La problématique des inondations a occupé pour l'essentiel l'antenne ce matin. Nous accueillons ce soir le président de l'association des porteurs de pancartes de 1958 en fin d'édition. La commémoration de la venue du général de Gaulle est prévue pour lundi prochain. Maître Jacques Diop abordera avec nous essentiellement d'autres points de l'actualité nationale. Une aberration au plus haut sommet des universités sénégalaises. Le ministre de l'Enseignement supérieur qui bloquerait la marche vers un enseignement de qualité. C'est du moins le sentiment du SAES, le syndicat qui qualifie Mary Teuw Niane de manipulateur. Ses membres menacent même de perturber l'année académique 2012-2013. Voici le compte-rendu de la conférence de presse avec Mar Dieng et Cheikh Abdou Kadir Mbacké Seck. Le ministre Mary Teuw Niane, un obstacle pour un enseignement supérieur paisible. C'est la conviction du syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Pour ses membres, le ministre entretient la confusion. Haut et fort, le ministre est un manipulateur. Il manipule le président de la République lui-même. Ça c'est clair. Parce que le président de la République n'est pas censé savoir comment fonctionne fondamentalement une université. Lui par contre le sait, pour avoir été enseignant, directeur de l'UFR, recteur, il est au cœur du système et il sait très bien comment les choses se passent et comment il peut manipuler les textes pour faire croire à des choses qui n'existent pas. En fait, le ministre de l'Enseignement supérieur veut être le super recteur de toutes les universités qui existent et qui existeront et imprimer sa marche à tout le monde. Autre point abordé, l'université virtuelle du Sénégal. Selon les syndicalistes, cette université va certes résoudre les problèmes d'orientation des bacheliers, mais elle ne favorise pas un enseignement supérieur de qualité. Prévenir les parents d'élèves et les étudiants qu'ils risquent d'être roulés littéralement dans la farine dans cette histoire d'université virtuelle sénégalaise. Parce qu'encore une fois, dans le site Campus N, vous êtes obligé de choisir 18 cases, c'est-à-dire 3 cases par université, les 5 universités physiques et l'université virtuelle sénégalaise. Donc ça veut dire que quand on aura fini d'admettre le maximum de bacheliers dans les universités physiques, tous les autres seront mis dans ces universités virtuelles qui n'existent pas en réalité. Pour mener son combat, le SAES menace de perturber l'année scolaire 2013-2014. Mais le président de la République doit comprendre lui-même que c'est le ministre qui a lui-même semé les germes de cette perturbation. Nous interpellons d'ailleurs les directeurs du FR, les doyens, les chefs de département pour faire respecter les textes qui régissent les universités, c'est-à-dire faire tenir les assemblées. Par ailleurs, des camarades de Sidi Ababakar Ndiaye se disent être des figurants lors du conseil présidentiel sur l'avenir de l'enseignement supérieur, ce qui constitue selon eux un manque de respect à leur égard. Le préavis de grève de l'Union démocratique des travailleurs de Dakar Dem Dik, le syndicaliste qui exige du ministère des Finances le règlement d'un des 15 milliards de francs CFA que l'État leur doit. Une instruction, selon eux, du président de la République jusque-là non exécutée. Les syndicalistes de Dakar Dem Dik haussent le ton. En conférence de presse ce matin, l'Union des travailleurs de cette société réclame le paiement d'1 milliard des 15 que l'État leur doit. Le plan d'action est d'autant plus légitime que le Premier ministre lui-même, sous instruction du chef de l'État, a écrit une lettre au ministre des Finances pour lui demander de dégager immédiatement 1 milliard depuis février dernier. 1 milliard pour que Dakar Dem Dik puisse réparer les bus et ce ministre des Finances se terre
Et on est en train de tergiverser parce que nous ne sommes pas une priorité de dépense. C'est comme ça, même avec l'ancien régime. Abdoulaye Diop nous a joué le même coup. Aujourd'hui, c'est Amadou Kane. Mais qu'est-ce que nous avons fait au ministère des Finances? Qu'est-ce que nous leur avons fait? Mamadou Goudiaby et ses camarades menacent de paralyser le système s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Un ultimatum est fixé au 29 août prochain. Nous nous offusquons que le Premier ministre, que le Président de la République, à travers un Conseil des ministres, décline ses directives à l'endroit de tout le gouvernement du Sénégal, qu'il demande à ce que l'ensemble du passif de Dakar Dem Dikk dû par l'État soit payé, les compensations financières, et que le ministère des Finances trouve des moyens de contourner ces directives-là. L'État doit à Dakar Dem Dikk une somme de 15 milliards. Si la situation ne bouge pas le 29, c'est leur dernière chance. On va arrêter immédiatement le réseau. L'Union démocratique des travailleurs de Dakar Dem Dikk, très remontée, attend de pied ferme le paiement de leurs milliards, qui est une instruction du président de la République, estiment ces syndicalistes. La sortie du pool d'avocats de l'administrateur provisoire de AHS, la société se porte mieux depuis qu'elle est entre les mains de Add Value Finance SA. Selon Maître El Hadj Diouf et ses confrères, une réaction face à des attaques et accusations non fondées. Selon lui, ils ont rencontré la presse et annoncent des actions imminentes pour faire la lumière sur cette affaire. Voici Maître Ali Fall. La mission d'administration provisoire confiée par la commission d'instruction de la CREI à la société Add Value Finance SA se déroule dans des conditions parfaitement normales. Je le répète, dans des conditions parfaitement normales. Elles sont d'autant plus normales que aujourd'hui, la société AHS a une trésorerie excédentaire, ce qui ne lui arrivait pas avant, forte de la confiance que lui a témoigné la commission d'instruction de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, qu'il a nommée par décision en date du 3 juin 2013. Forte de la qualité du travail déjà accompli, lequel travail mérite une protection. Ce travail mérite qu'on le préserve. Forte de la haute idée qu'elle se fait de la mission qu'elle est en train d'accomplir. Forte aussi de la sérénité qui l'anime et qui est nécessaire à toute œuvre de justice. La société Add Value SA entend mener à terme sa mission nolens volens avec rigueur, avec professionnalisme et surtout avec toute la détermination qui sied à la manifestation de la vérité. Les chiffres du rapport de l'IGE, l'inspection générale d'État, des chiffres qui donnent le vertige. L'ancien régime aura du coup battu des records, des marchés de gré à gré, de près de 500 milliards de francs CFA, 75 milliards pour l'organisation d'un festival de multiples violations du code des marchés publics. À la lecture de ce document, c'est un miracle que le Sénégal soit encore debout. Le journal L'Observateur barassa le gré à gré de 495 milliards à la SAR. Près de 4 milliards pour l'achat de véhicules de l'OCI, le dépassement budgétaire et le financement irrégulier de la campagne électorale du Parti démocratique sénégalais. Samuel Sarr, alors ministre de l'Énergie, le président Abdoulaye Wade, la LONASE et le FESMAN qui sont épinglés par le rapport d'audit de l'inspection générale d'État. Le plus grave est l'achat de 14 cargaisons de pétrole en 2 ans par la SAR dans des conditions opaques. Il ressort dans le rapport d'audit qu'à la place du pétrole brut, il a été livré de l'eau à la Société africaine de raffinage par le fournisseur étranger APL. Samuel Sarr et Carmelo Sagna, respectivement ministre de l'Énergie et directeur général de la SAR, seraient les principaux acteurs en mettant à contribution des sociétés écrans et fictives.
Une nébuleuse qui en cache une autre est la gestion du FESPAN par la fille du président de la République, Maître Abdoulaye Wade, notamment Sindiély Wade et Abdou Aziz Sow. L'organisation de l'événement aurait coûté 80 milliards au lieu des 5 milliards initialement prévus. Une situation due à la violation du code des marchés. Plusieurs marchés publics ont été exécutés par entente directe. L'achat des véhicules de luxe pour l'organisation de l'OCI ferme le tableau des dérapages et abus du pouvoir libéral. 3 milliards 700 millions ont été déboursés pour l'achat des bolides. Entre les factures fictives, les deals entre plusieurs acteurs et les largesses qui caractérisent l'organisation du sommet de l'OCI, les nouvelles autorités ont hérité d'une ardoise salée. La LONASE, gérée à l'époque par Baïlawan, n'est pas épargnée par la bamboula libérale. Considérée comme une vache laitière pour les partis au pouvoir, la loterie nationale n'a pas été avare. Près de 3 milliards sont tirés des caisses de la boîte pour financer la campagne électorale d'Abdoulaye Wade. À Mbao, le marigot noie le bonheur des populations dans le quotidien. L'étang leur inflige des maladies et arrache leur domicile. Depuis le début de l'hivernage, ils débordent avec parfois la complicité de la mer. Et à Diallo, Pape Demba Sissoko, reportage. Les inquiétudes manquent le moins à l'endroit où le marigot de Mbao se jette à la mer. Ici, les eaux de ruissellement s'entremêlent avec celles des eaux usées et causent beaucoup de désagréments aux populations. Depuis 2005, on vit le calvaire depuis 2005. Au début, c'était seulement pendant l'hivernage. Mais actuellement, on souffre même pendant la saison sèche. Nos enfants jouent dans les parages et c'est très risqué pour eux. En plus, l'ONAS ne nous facilite pas la tâche parce que des eaux usées sont aussi déversées dans le marigot. Nos maisons et nos rues sont tout le temps inondées. La situation ne concerne pas seulement Kër Mbaye Fall et Mbao. Toutes les eaux de ruissellement du département de Pikine se déversent ici. Le marigot ne peut pas contenir tout cela. Si certains s'inquiètent pour leur propre santé ainsi que celle de leur progéniture, d'autres par contre pensent à leur gagne-pain. Tout ce que vous voyez ici, c'est le matériel de pêche qui coûte des millions. Quand on creuse le marigot, l'eau emporte avec les objets. Parce que mais est-ce que l'eau arrange la population Mbao? Est-ce que arrange les pêcheries? Le marigot de Mbao traverse plusieurs localités dont Kër Mbaye Fall. En saison sèche, il peut servir à la culture de maraîchage, mais pendant l'hivernage, l'eau sort souvent de son lit et amotte les populations riveraines. À Matam, le tableau est quasi similaire avec un fleuve Sénégal qui sort de son lit. Situation qui réveille le spectre de l'année dernière. Je rappelle que beaucoup de localités de la vallée avaient été touchées. Les dégâts étaient importants. Le ministre chargé des inondations était sur le lieu. Il annonce la réhabilitation des digues de Matam et de Djamel. Ali Bandel Niang. Avec la montée fulgurante du fleuve Sénégal qui a commencé à quitter son lit naturel, les localités qui longent la vallée sont aujourd'hui sous une réelle menace des inondations. Malgré la reprise de la digue de protection de la commune de Ourossogui, Matam et le quartier Djamel restent toujours exposés. Comme pour parer à toute éventualité, le ministre des Inondations est venu lui-même s'enquérir de la situation. D'abord, je suis venu pour voir ce qui a été fait dans les travaux pré-hivernaux, à savoir la réhabilitation de la diguette de Ourossogui. Pour Matam également, nous avons vu qu'il y a sur quelques poches de travaux à faire sur la digue, notamment que là aussi nous nous engageons à avoir très rapidement cette diguette à ce niveau. Au niveau de Djamel, nous avons vu également que le quartier est quand même vulnérable et l'année dernière, je pense qu'il y a eu des eaux. Là aussi, tout de suite, nous avons mis en place le dispositif et les sacs à terre d'abord vont être utilisés. Et nous verrons également à ce niveau s'il faut réhabiliter à certains endroits la diguette, mais ça peut ne pas s'avérer nécessaire si les sacs à terre viennent leur rôle. Maintenant, pour l'autre côté du quartier de Djamel, nous pensons également saisir, sur la berge précisément, nous pensons saisir l'OMVS quand même qui a eu des projets dans ce sens-là. Dans l'incertitude et l'inquiétude, les populations impatientes de voir la réalisation des travaux d'endiguement, la réalisation des digues de protection, retrouvent tout de même de l'espoir. Oui, mais avec satisfaction, très bien, parce que c'est une bonne initiative qu'ils ont prise. Pour une inondation qui a eu à Djamel. Alors, ils ont un volonté maintenant de nous aider à avoir
permet de demander déjà une digue protection. Ça c'est l'autre côté. Voilà, au bord des fleuves, il nous faut au moins une protection des maisons qui sont là-bas qui sont en train de tomber dans l'eau. Bon, mais monsieur le ministre nous a promis que ça a été à plus haut niveau à faire, mais là il va essayer de faire tout pour qu'ils vont nous faire ça, le digue de protection. Après cette visite de terre en charge des inondations, les Matamois n'attendent aujourd'hui que l'arrivée des engins devant reprendre l'endiguement des villes menacées. Pendant ce temps, le fleuve Sénégal, lui, continue de grossir. La détermination du gouvernement du Sénégal à faire face à ce phénomène des inondations, volonté réaffirmée par la députée Awa Sow. Elle était en tournée dans la banlieue de Dakar et à Diallo, Aboubacar Tunkara. Les députés de la banlieue au chevet des populations dans les zones inondées. La députée Awa Sow a effectué une visite de proximité à Wakhinane Nimzatt et Gounass. La cause, l'évolution des travaux de pompage et des eaux de pluie. Nous sommes venus pour soutenir les populations de Wakhinane Nimzatt et de Médina Gounass, mais aussi encourager les efforts du gouvernement du président Macky Sall. Nous saluons également le travail de l'ONAS et les sapeurs-pompiers sur les inondations. Les populations peuvent témoigner que depuis 12 ans, les inondations ont fait des dégâts, mais beaucoup d'efforts ont été faits par l'État du Sénégal. Une opportunité pour la députée de réaffirmer la volonté de l'État sénégalais à alléger les difficultés des habitants de la banlieue avant d'interpeller le président Macky Sall. Nous interpellons le président à soutenir les populations et à faciliter l'accès des logements aux plus nécessiteux, en l'occurrence ceux de la banlieue. Nous l'exhortons aussi à faire une visite dans les zones les plus touchées. Quant à l'évolution des travaux de pompage, les résultats semblent manifestes. Le travail se passe très bien. Nous pompons les eaux de pluie nuit et jour, de même que l'ONAS et les sapeurs-pompiers. D'ailleurs, nous avons presque tout évacué. Vous pouvez même apercevoir le sol. Dans les normes, nous utilisions 2 pompes, mais actuellement, nous avons éteint l'une, parce qu'une seule pompe suffit pour le reste. Vous pouvez même constater le temps qui était à 18 et actuellement à 5. Les inondations, une réalité dans la banlieue dakaroise. En espérant une solution définitive, riverains et gouvernement, chacun fait de son mieux. Pikine a accueilli l'antenne de RFM ce matin, une délocalisation ponctuelle dans le cadre de sa politique de proximité. La problématique des inondations a occupé plutôt l'antenne pour l'essentiel. La dynamique de consolidation de l'approche de proximité va se poursuivre selon les responsables de la station. Le groupe Futur Média n'est pas indifférent au problème des inondations. La RFM a délocalisé son antenne le temps d'une journée en partenariat avec les radios Oxygène et Raibi FM. Pour le directeur de la RFM, Alassane Samba Diop, cette rencontre a permis aux populations et à leurs dirigeants de passer à la loupe les problèmes relatifs aux inondations. Des solutions ont également été proposées. Un acte longuement salué par le maire de Guédiawaye et les habitants de la banlieue. La RFM compte jouer la carte de la proximité. Elle a décidé de se rendre dans les régions pour se rapprocher davantage des populations. La délocalisation des antennes va permettre non seulement de cerner les problèmes dont souffrent les populations, mais aussi de permettre aux jeunes journalistes de mieux se faire connaître. N'est-ce pas là une voie pour donner une chance aux jeunes journalistes?